Un bon matin, dans les années 1120, dans une région très arborée de Picardie, une vieille femme entourée par ses enfants meurt de complications de santé par son âge respectable de plus de 50 ans. Cette femme est l'ancienne comtesse du Vermandois, mais sa mort n'est pas que anodine. Avec elle, sa mort entraîne celle de son nom, étant la dernière héritière, par lignée masculine, d'une des très grandes dynasties désormais oubliées dans ce début du XIIe siècle, les Carolingiens. Dynastie qui n'aurait peut-être jamais imaginé disparaître d'une telle manière. Humble salutations, je suis Illuminatix, et comme vous l'avez compris, on va se préoccuper dans cette vidéo de la... Les derniers DLC de Victoria 3 Les derniers DLC de Victoria 3 Non, je veux parler de la... Du merveilleux IS6. Non, arrête de me couper. Retourne bosser sur ta vidéo, ça fait des mois qu'on l'attend. Mais c'est toi qui dois écrire le texte en fait. Et 50-50. J'ai fait ma part, pauvre triangle. Mais je suis pas... Et le chèque, j'attends, on laisse du monnaie. Mes skins sur les loserons, ils vont pas s'acheter tout seuls. L'argent, l'argent. Mec, on n'a pas encore 1000 abonnés, je gagne rien encore. Ok, c'est bon, je peux... Oh tiens, regardez, c'est la première sponsor de la chaîne. C'est clair, on n'arrête pas le progrès. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une super entreprise qui m'a contacté pour parler d'elle. En échange, ils m'ont offert un setup qui m'a permis, entre autres, de commencer à streamer. Alors, sans plus attendre, la société Altaria Info, spécialisée dans l'informatique, site, appli web, domotique, imotique, réseau, les alarmes et dépannage d'ordinateurs, serveurs et de la vidéo de surveillance pour particuliers, mais aussi bien pour les entreprises TPE et PME, aucune idée de ce que ça veut dire. Située dans le 06 avec 22 ans d'expérience dans le domaine, l'entreprise sera ravie de vous aider où que vous soyez sur la côte méditerranéenne. L'entreprise est aussi labellisée par le gouvernement sur la transition numérique. Si un produit ou un service de cette société touche à tout vous intéresse, achat ou installation, cliquez sur le lien en description. Bon, désolé pour le manque d'images, le site est actuellement en maintenance, mais il suffit de les contacter directement par téléphone pour en savoir plus. Bon, maintenant, retour à la vidéo. Humble salutations, je suis Illuminatix. Oh, j'ai comme un effet de déjà vu. Et comme vous avez en grande partie compris, nous allons parler des Carolingiens. Famille très intéressante de l'Europe médiévale, souvent connue seulement de nom à travers les cours d'école qui en évoquent que ces 2-3 plus grands représentants que pourrait sûrement me citer, tels que Charlemagne ou Charles Martel. Mais concrètement, ça s'arrête à ça. Sauf que la période qui couvre le règne des Carolingiens est pavée de presque 350 à 400 ans de règne, sur un territoire immense pour son époque. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment les Carolingiens ont-ils réussi à devenir la famille la plus puissante du Haut-Moyen-Âge. Entre épopée grandiose et déclin rapide et brutal. Les débuts des Carolingiens nous demandent de remonter bien avant le 8e siècle. Nous sommes sous le règne de Childebert II. Le territoire européen est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il est mouvant et encore marqué par les conquêtes des différents peuples germaniques. Dans le nord de la Gaule s'est installé, depuis déjà 200 ans, un royaume connu sous le nom de Royaume des Francs. Celui-ci est dirigé depuis la région de la Neustrie par le roi des Francs, qui, à cette époque, appartient à la dynastie des Mérovingiens. Cette dynastie, la même depuis son premier illustre représentant qu'est Clovis Ier, règne sur ce territoire. C'est dans ce monde rempli d'événements qu'est né Pépin de Landenne, le premier des Pépinides. Oui, c'est ça, Pépinides. Oui, je sais, Pépin de Landenne n'est pas un Carolingien. Mais pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les débuts de l'Empire Ottoman, vous savez qu'une dynastie n'a pas qu'une valeur universelle, comme peuvent l'être nos patronymes. Sans parler du fait que cette utilisation est anachronique, servant seulement à nous repérer historiquement. En soi, si vous demandiez à un Pépinide et à un Carolingien pourquoi leur nom est différent, ils ne comprendraient pas votre question. Bon, en réalité, ils ne vous comprendraient pas du tout, vu qui parlait le vieux Francisque. Pépin de Landenne, dont les origines sont très floues, est né
à Landen, un petit village situé dans le nord de la Belgique actuelle. Issu de la petite aristocratie, la vie de Pépin de Landen est peu documentée jusqu'en 613, où il est mentionné dans les chroniques de Frédéguerre. À cette époque, Pépin de Landen et Arnoul, que je précise car il sera important pour la suite, demandent au roi Clotaire II d'envahir le royaume d'Austrasie, alors entre les mains de la reine Brunehaut. Il faut savoir qu'à l'époque, à chaque nouvelle génération, le royaume des Francs était divisé entre les fils héritiers, ce qui provoquait généralement des problèmes de succession et des guerres. La Neustrie et l'Austrasie sont des pseudo-royaumes issus de ces divisions. Par leur choix stratégique, les deux aristocrates finirent par s'attirer les faveurs du roi Clotaire II. Arnoul devient évêque de Metz. Ne me demandez pas comment, cela ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Et Pépin, en plus de se voir confier l'éducation du futur Dagobert Ier, fut nommé maire du palais d'Austrasie. Petite précision sur ce que l'on entend par maire du palais. Ce titre est une dénomination moderne pour décrire une fonction administrative. Apparue probablement sous les premiers mérovingiens, cette fonction se limitait à l'intendance du royaume au nom du roi, une sorte de ministre des Finances. Mais ce rôle prit énormément d'importance au fil des siècles, et ce changement fut autant plus accéléré par Pépin de Landen. Cependant, les mérovingiens, un peu éloignés de l'image des rois feignants, étaient conscients de cette dévolution de pouvoir. C'est ainsi que commença la lutte de pouvoir entre mérovingiens et carolingiens. Dagobert Ier écarta Pépin de ses fonctions en 624, pour tenter de restaurer son autorité. Mais Pépin sera rétabli à sa mort par Sigebert III. Pépin n'en profitera pas longtemps, car il mourra l'année suivante. Pépin eut 3 enfants, mais seulement 2 nous intéressent. Le premier est Grimoald. Malgré quelques réticences, réussira à se faire introniser maire du palais en 643. Il dirigera 15 ans avant d'être assassiné. De l'autre côté, la fille de Pépin, Béga, aura plus de chance grâce à un mariage stratégique. En effet, elle épousera Anse-Gisèle, fils d'Arnoul, dont j'ai parlé plus tôt. Ce mariage permettra d'unifier les 2 possessions des 2 familles en une seule, devenant ainsi l'une des plus grandes richesses du monde franc de l'époque. Les choses s'accélèrent sous le règne de leur fils Pépin de Herstal, aussi connu sous le nom de Pépin le Jeune. Pépin comprendra rapidement combien la vie de l'époque peut être cruelle, notamment à travers l'assassinat de son père en 662. Profondément marqué, il décide d'exécuter son meurtrier. Très vite, il se retrouve à la tête du palais d'Austrasie, où il devra affronter des rivaux tels que Hébrouin, maire du palais de Neustrie. Comme dit précédemment, le pays est souvent en guerre en raison des partages et successions mérovingiennes, menées par les maires du palais. Après un léger chaos, Pépin l'emporte sur ses rivaux, consolidant ainsi sa position par quelques conquêtes supplémentaires hors du royaume. Cependant, une partie de la noblesse de l'époque a du mal à accepter Pépin, mais face à la faiblesse des rois mérovingiens, peu de gens peuvent contredire son autorité. Ensuite vient le temps tant attendu de Charles Martel, qui s'illustra par de nombreuses conquêtes et faits militaires, notamment à la bataille de Poitiers. C'est ici qu'il prendra le surnom de Charles Martel, ou Charles le Martel, signifiant marteau, en lien avec la violence avec laquelle il aurait repoussé les invasions musulmanes, les forçant à s'arrêter en Europe. Certains historiens, comme Karl Ferdinand Werner, estiment cependant que ce surnom pourrait être davantage lié à sa politique intérieure, par exemple en Provence où il fut particulièrement sévère. Charles passe une partie de sa vie à renforcer le pouvoir de sa famille sur le royaume et à s'assurer de sa position par des alliances. Puis, en 737, à la mort de Thierry IV, roi mérovingien, Charles décide de ne pas nommer de nouveau roi. Ce sera la fin effective des Mérovingiens, même si Charles Martel meurt en 741, sans être proclamé roi lui-même. Cette décision sera prise par ses enfants, notamment Pépin III, dit le Bref. En 751, Pépin dépose définitivement la famille royale mérovingienne et établit la sienne. Cependant, un problème persiste. Les Mérovingiens jouissaient d'une forte légitimité, car ils descendaient directement, selon la légende, de Clovis lui-même, héritier de Mérové. Pépin eut énormément de chance quand, au même moment, le pape, à Rome, délaissé par l'Empire byzantin face à la menace des Lombards, fit appel à lui pour l'aider. Pépin accepta, et en échange de la création des futurs états pontificaux, le pape s'engagea le sacré roi à Saint-Denis. Cet acte, une nouveauté pour l'époque, fut ensuite généralisé, car il représentait un signe divin et une légitimité incontestée.
La dynastie carolingienne était désormais au pouvoir, proche de son apogée. Dès le début, Pépin unifia les titres de roi et de maire du palais. Il n'était pas idiot. Perdre le trône comme sa famille l'avait obtenu aurait été quelque chose d'absurde. Le reste de son règne fut assez similaire à celui de ses prédécesseurs. Maintien et renforcement de son autorité, conquête des régions périphériques et reconnaissance de sa dynastie. À sa mort, en 768, l'héritage de son royaume se transmit, sans grande contestation, à ses deux fils, Charles et Carloman. Carloman régna pendant 3 ans, avant de mourir prématurément, laissant le pouvoir à son frère Charles. Charles surnommé le Grand, Charlemagne. Petite précision, contrairement à une idée reçue, Charlemagne n'a pas fondé l'école. L'éducation existait déjà avant lui. Cependant, il a généralisé l'enseignement ecclésiastique pour les jeunes enfants de la haute aristocratie. Et son règne a marqué un tournant dans le rôle de l'éducation. On se souvient encore de lui, notamment à travers des institutions comme l'Université de Paris. Quant à son nom, Charlemagne, vient du latin Carolus Magnus. En réalité, son vrai prénom étant plus proche de sa forme germanique Karl. Charlemagne entreprit de grands travaux pour élever son empire, dans une logique de développement et de conquête successives. Rébellion matée en Aquitaine en 769, conquête du royaume lombard en 774, campagne contre les Saxons de 773 à 785, conquête et fondation de la Marche d'Espagne entre 785 et 795, sans oublier l'annexion de la Bavière en 788. Il établit également de nombreuses marches et des états tributaires le long des frontières, avec les Bretons, les Avars, les Bohémiens, les Sorabes, certains Italiens du Sud et les Croates. À cette époque, son empire était si vaste qu'il comprenait presque toute la chrétienté occidentale, à l'exception du royaume espagnol des Asturies et des royaumes anglo-saxons. Pour beaucoup, Charlemagne incarnait une sorte de restaurateur de l'idéal impérial romain, celui qui, dans sa personne, protégerait le peuple chrétien. Cette image bien accueillie par la papauté mena au couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur d'Occident le 25 décembre 800. Sur le papier, l'Empire romain renaît de ses cendres. Cependant, pour l'anecdote, un événement d'une plus grande envergure aurait pu avoir lieu. À Byzance, Irène, impératrice seule sur le trône, était perçue comme illégitime. Les femmes étaient rarement prises au sérieux en politique à cette époque, je ne vous apprends rien. Certains envisageaient un mariage entre Charlemagne et Irène pour réunifier l'Orient et l'Occident. Mais ce projet échoua à cause du renversement d'Irène par un coup d'état quelques mois avant les événements. C'est bien dommage. Malgré sa grandeur, l'Empire carolingien n'était pas sans problème. Au début du IXe siècle, l'un des plus importants était lié à la féodalité. Du coup, question, la féodalité est un problème? C'était pas leur mode de gouvernement à la base? Oui et non. Après la chute de l'Empire romain, le système socio-économique avait évolué. Avec les conquêtes germaniques, un modèle basé sur la guerre et le pillage s'était imposé. Mais dans une chrétienté latine désormais unifiée, ce système ne fonctionnait plus. Beaucoup de guerriers se reconvertirent en fermiers, cédant leurs terres en échange de protection. Ce fut la naissance de la vassalité et, plus largement, de la féodalité. Malheureusement, ce système affaiblit l'idée d'un empire centralisé. Charlemagne ne pouvait que compter sur sa personne et sur son statut divin, hérité de son père pour unifier son empire. Et c'est donc à la mort de Charlemagne en 814 que son fils survivant, Louis Ier, dit Louis le Pieux, lui succéda. Du coup, si on suit ta logique, c'est Louis le Pieux? Non, juste non. Le règne de Louis Ier fut marqué par de nombreuses crises. Les raids vikings qui avaient déjà commencé en Angleterre s'intensifièrent sur les côtes de l'Empire. Par ailleurs, Louis eut bien plus d'enfants que son père, et la succession franque, combinée à la naissance de nouveaux héritiers dans les années 820 et 830, provoqua des luttes fratricides. Une guerre civile de 15 ans éclata avec de multiples rebondissements, que je vais vous passer parce que c'est un petit peu long et inutile. Après la mort de Louis Ier, ses 3 fils survivants trouvèrent un compromis partageant l'Empire en 3 par le traité de Verdun, en 843. Cela donna naissance à la Francie occidentale, médiane et orientale. Ce partage n'empêcha pas les hostilités pour autant, et le titre impérial devint purement symbolique. Peu à peu, l'aristocratie qui commença à former une noblesse puissante se détourna des Carolingiens.
Au siècle suivant, en 911, la Francie orientale devint la Germanie, tandis qu'en Francie occidentale, la dynastie capétienne issue des Robertiens prit le pouvoir après une période d'interrègne. Cette dernière dynastie régnera sur la France pendant plusieurs siècles. La fin de l'ère carolingienne fut scellée par la mort de Charles le Gros. Quelques membres de la dynastie continuèrent à régner sur des petits territoires, mais ils disparaissent progressivement au cours du bas Moyen-Âge. Comme une certaine comtesse du Vermandois, la boucle est bouclée. Mais du coup, si les Allemands ont laissé tomber le nom de Francie, au final, ce ne serait pas de leur faute la destruction de l'Empire? Et après tout, ce ne serait pas à nous de diriger l'Europe. T'es sûr de ta question? Oh ça va, on peut même plus s'amuser. Vous ai-je déjà parlé de l'ISS? Qu'est-ce qu'au final on peut retenir des Carolingiens? Eh bien, étonnamment, énormément de choses, et sur plusieurs aspects. Certes, cette famille a dirigé les premiers royaumes du Haut-Moyen-Âge, pendant un peu moins de 150 ans, mais leur passage a énormément marqué. Déjà, ils ont permis l'adoption progressive de la primogéniture, c'est-à-dire un héritier unique pour un royaume, à la succession, à la place du partage franc de l'époque, qui provoquait toujours à terme des guerres civiles. Ensuite, ils ont tenté de restaurer un empire, certes plus idyllique que réaliste, dans une époque où l'unification était de plus en plus entravée par la féodalité. Cela dit, c'était presque impossible, du moins de la manière dont Charlemagne s'y est pris. Il y a aussi l'aspect culturel. Les Francs, qui restaient une minorité linguistique et ethnique, étaient voués soit à disparaître avec l'émergence des cultures locales, soit à se faire assimiler, comme ce fut le cas en Francie orientale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai un peu marre de devoir m'arrêter à cause de problèmes perso tous les 6 mois. À force, je vais finir par croire que quelque chose cherche à me gâcher la vie. Je rappelle pour le sponsor, allez voir le lien en description si ça vous intéresse. Et je précise aussi que j'ai repris les streams de manière régulière le mercredi et le vendredi de 17h à 20h sur Twitch. N'hésitez pas à passer et on se retrouve dans un mois pour la prochaine longue vidéo. Salut!